Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, il y a une vidéo qui a fait le buzz. En gros, il s'agit de quoi? Une sœur qui se plaint qu'elle est mariée depuis 1 mois et que voilà, elle s'en sort pas dans son ménage, dans la gestion de son bait. Je résume, hein. Parce qu'en gros, chez ses parents, elle avait été traitée en princesse, elle faisait le minimum et que là, elle s'en sortait plus et qu'elle n'ose pas imaginer ce qui l'attend quand elle aura des enfants et des tâches supplémentaires. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas le but du message. Beaucoup de gens se sont moqués de cette fille. Et moi, avec le recul, en fait, j'ai un sentiment un peu de malaise. Je vais vous dire pourquoi. Et ça va rejoindre le sujet du jour, hein, cette fameuse grande guerre dans laquelle on est. Une grande guerre homme-femme. Et ça commence en fait à me déranger fortement parce que je me sens de plus en plus... Enfin, en partageant certains propos des gens qui sont dans cette guerre, je me sens un peu complice de Shaitan et ça me dérange, pour vous parler franchement. Alors, je vais m'expliquer. Bon, moi quand j'ai vu la vidéo de cette sœur, bien sûr, dans un premier temps, je me suis dit, quelle catastrophe. Bon, c'est des filles qui n'ont rien à offrir. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux dire, c'est plus des boulets qu'autre chose. Mais dans un deuxième temps, quand j'ai un peu décidé d'aller en profondeur, ça m'a amené à une réflexion beaucoup plus profonde, plus vaste, plus intéressante finalement. Je me suis dit, en fait, la situation dans laquelle on est, avec toutes ces histoires de mariage, de femmes, les hommes, les femmes et compagnie, il y a plusieurs responsabilités à tout ça. Et quand même, vous pouvez dire ce que vous voulez. Je suis désolé, mais à un moment donné, je pense que les personnes qui sont le plus à blâmer dans toute cette histoire, ce sont quand même les mamans. Les mamans de toute cette génération de gens, de jeunes qu'on a aujourd'hui qui sont handicapés, hein, osons le mot, handicapés. Parce qu'en fait, ça rejoint étrangement cette fameuse audio de l'année passée que j'avais intitulée Les femmes n'aiment pas véritablement leurs enfants. J'aurais bien voulu ne pas avoir raison, mais je commence à comprendre que j'ai mis le doigt sur quelque chose d'assez important. Parce qu'en fait, l'éducation que ces mamans donnent à leurs filles est d'un égocentrisme et d'une comment on appelle ça? Et d'une ouais, j'ai pas le mot en fait, je m'excuse parce que je cherche le mot et il me vient pas, mais et d'une irrationalité folle en fait. Et on peut le tourner comme on veut. Quelque part, c'est que ces mamans-là s'aiment surtout elles et pas leurs filles. Parce que tout le monde sait en fait que aplanir les choses comme ça à outrance pour ses enfants en ne leur faisant rien faire, en ne leur apprenant rien, en rentrant dans leur jeu de vouloir faire le moindre effort, etc. Ben on crée en fait des futurs garçons et filles immariables. Parce que bon là, c'est une fille qui a parlé, parce que les filles sont elles aiment plus se plaindre et partager leurs problèmes avec les gens, de leur story et compagnie. Mais bon, si les hommes étaient un peu plus francs, il y aurait aussi des choses à dire, hein. La réalité crue, c'est que les jeunes hommes et les jeunes femmes sont handicapés. Et sont handicapés pas à cause d'un accident de voiture, pas à cause d'un accident génétique, mais à cause d'une irresponsabilité
grave des parents. À force d'être dans la course au diplôme, dans la course aux richesses, dans la course à monter en grade social, on a oublié l'essentiel, c'est qu'on a éduqué des jeunes garçons et des jeunes filles à devenir des gens autonomes, qui ont quelque chose à apporter à l'autre, parce que finalement le mariage c'est quoi? Rentrons dans le vif du sujet maintenant. Finalement le mariage c'est quoi? Concrètement, pour ceux qui le connaissent bien, comme moi. Le mariage en fait c'est deux personnes qui se mettent ensemble, bien sûr pour avoir des enfants, etc. Ça on le sait, je ne vais pas dire des banalités, mais c'est deux personnes qui se mettent ensemble dans le but de s'alléger le quotidien l'un à l'autre. C'est-à-dire c'est un échange. J'ai même dit, bon, parce que des fois j'exagère, mais j'ai même dit un peu crûment une fois à quelqu'un, c'était caricatural, mais voilà. J'ai dit les relations hommes-femmes, c'est une sorte de prostitution propre. Bon, je m'explique, parce que bon, je vois déjà les réactions. En fait, à un moment donné, on ne doit pas mentir, quoi. Quand un homme et une femme veulent se mettre ensemble, c'est parce qu'ils vont trouver dans l'autre des choses qu'ils n'ont pas, qu'ils ne peuvent pas avoir seuls. Par exemple, la sexualité. Tu dois être avec une personne d'un autre sexe pour avoir ce que tu recherches là-dedans. Voilà. Moi, je parle de trucs normaux, hein. Je ne parle pas de toutes les déviances et toutes les folies dans lesquelles on est. Restons dans notre microcosmos islamique, sinon on n'en sort plus. Par exemple, voilà, un homme qui est un bon mécanicien, un bon bricoleur, il n'est peut-être pas un bon cuisinier, il n'est pas un bon jardinier. Et donc le mariage, c'est une association de compétences, une association de choses à apporter qui font que l'un et l'autre se sentent nécessaires à l'autre, et l'un et l'autre sont remerciants vis-à-vis de l'autre parce qu'il lui apporte quelque chose qu'il ne sait pas faire ou ne sait pas bien faire. Dans la vie de tous les jours, c'est ça, hein. Tout le reste, c'est une belle chanson, les âmes sœurs, les machins, les coups de foudre, oui. Mais après, il y a la réalité de la vie sur le temps long. Le temps long. Et dans le temps long, en fait, c'est qu'est-ce que tu m'apportes, qu'est-ce que je t'apporte. Là où à un moment donné, ça dérape, et ça commence à aller mal dans un couple, c'est quand en fait il y a un déséquilibre qui s'installe. C'est-à-dire, il y en a un qui donne beaucoup de choses, et l'autre qui donne de moins en moins. Et à un moment donné, bon, comme on n'est pas des anges, je le dis souvent, les gens font leur compte, et même si la personne leur plaît, même s'ils ont des enfants ensemble, etc., quand la balance penche trop d'un côté, il y a un déséquilibre qui s'installe, et donc il y a un grand malaise qui s'installe. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, bon, je sais que le début est un peu chaotique, désolé, mais c'est parce que j'ai plusieurs choses en tête. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que à un moment, cette guerre, elle doit se terminer. Parce que cette guerre, en fait, elle fait le jeu de Satan. C'est une victoire très importante pour Iblis et ses soldats que d'arriver à dresser les hommes contre les femmes contre les hommes, de pousser les gens au divorce, de leur faire peur, de refaire leur vie, etc., etc. Pourquoi? Parce que quand on est isolé, on a une proie plus facile. On ne peut pas communiquer, on ne peut pas trouver de la chaleur humaine, on ne peut pas s'apaiser par des relations intimes, on ne peut pas vivre des interactions sociales qui font que on se sent mieux, parce que vouloir ou pas, nous sommes des créatures sociales, on aime établir des liens sociaux. Moi je le vois par exemple, même si je suis un solitaire dans l'âme, parce que par la force des choses, hein, quand on a un peu mon profil, ben, c'est compliqué d'établir des relations profondes avec des gens qui ne le sont pas. Donc voilà, on est obligé de prendre sur soi. Mais je vois très bien, je vous le dis franchement, quand j'ai la visite de frères comme ça me fait un grand bien en fait.
Ça me fait un grand bien, ça régénère ma foi, je me rappelle de certains sujets auxquels je ne pensais plus tout seul. Ça me relance, c'est-à-dire on a besoin de ça, c'est un peu un carburant comme ça, les relations sociales. Avec des gens, bien sûr, bon, non toxiques et non malfaisants, on se comprend. Euh, et donc cette histoire de guerre, elle doit se terminer. Je veux bien, on s'amuse un peu, on caricature un peu, on exagère beaucoup, red pill, machin, féministe, ceci, et vous êtes des bras cassés, et vous, vous êtes des michetonneuses, bon, d'accord. Bon, moi j'aimerais bien quand même que tout le monde se calme, parce que ça devient un peu inquiétant, surtout pour nous les musulmans, évidemment, ça devient très inquiétant. Alors, qu'est-ce qu'il faut finalement se dire dans cette histoire? La guerre doit se terminer parce que on ne veut pas être les pions de Shaitan. Donc c'est la première motivation. Nous devons trouver des solutions pour arrêter de nourrir le mal en montant la barre toujours plus haut dans ce conflit homme-femme. Et je dis ça pour moi-même, hein, c'est pas pour vous, c'est pour tout le monde. Je suis inclus là-dedans. Et il faut à un moment donné se dire, bon, nous sommes tous abîmés, nous sommes tous handicapés, nous sommes tous dans une éducation occidentale, individualiste, depuis notre plus tendre enfance. Bon, il faut intégrer ça. Il faut l'admettre que nous-mêmes, en tant qu'hommes, etc., nous sommes affectés par ça. Nous sommes contaminés. Bon. Nous savons que les femmes sont plus fragiles, plus influençables, plus émotionnelles, plus sujettes à des questionnements, à de l'insécurité, etc., etc. Donc à un moment donné, il faut, un peu comme j'ai eu en voyant cette jeune fille qui se plaignait qu'elle n'arrivait pas à suivre, etc. Certes, au début, comme ça, on est déçu, on est critique, mais après, il faut avoir un peu de pitié. C'est-à-dire, moi, j'aimerais, voilà, c'est le cœur de mon discours d'aujourd'hui, moi, j'aimerais en fait que les hommes et les femmes, ils commencent à avoir pitié l'un de l'autre. Avoir pitié de leurs manquements, avoir pitié de leur incapacité, avoir pitié de leurs limites, avoir pitié de leurs peurs, avoir pitié de leur immaturité, etc., etc. De la pitié plutôt que de la révolte ou des accusations. Parce que finalement, on est tous dans le même bateau. On est dans le bateau de l'individualisme, de l'immaturité et d'un déphasage avec notre réalité biologique, qui fait que, évidemment, beaucoup de gens sont mal à l'aise, sont déphasés et sont dans l'incapacité, en fait, à un moment donné, de construire, de bâtir quoi que ce soit. Mais le problème, il faut voir ça sous un autre angle. Il faut faire l'effort. Et plutôt que de dire des choses, moi, les frères, ouais, je vous fais quand même ce rappel parce qu'il faut faire attention. Dire des vérités, enfin, qui nous paraissent être des vérités, ça peut aggraver les choses. Je m'explique. Si on répète sans arrêt, oui, les femmes, elles ont l'horloge biologique, à 35 ans, elles doivent se dépêcher pour faire un gosse, donc elles commencent à chercher n'importe quel type, etc., etc. Et les femmes, elles le savent. Elles savent que à 38 ans, c'est des grossesses à risque. Encore pire à 42, et à 48, 49, c'est la ménopause. Les femmes, elles savent ça. Ça sert à rien de les torturer, de les humilier. Tu deviendras une femme à chat, tu seras une vieille fille. On gagne quoi, en fait, à dire ça? Je sais pas. Qu'est-ce qu'on gagne? T'arriveras pas à refaire ta vie avec des enfants. Qu'est-ce qu'on gagne? On va pousser nos sœurs à la dépression et peut-être à apostasier. Aoudobillah. Faut faire attention, hein. Faut faire attention de la responsabilité devant Allah. Il est préférable d'avoir un discours un minimum équilibré, qui consiste à dire nous sommes tous dans des situations différentes. Il y a des jeunes célibataires, il y a des divorcés, il y a des veufs, il y a des gens qui ont divorcé pour des bonnes raisons, parce qu'ils étaient en présence d'un fou ou d'une folle. Il y a des gens qui ont des enfants avec eux, d'autres qui n'en ont pas, etc., etc. Donc il ne faut pas venir comme ça avec un truc global. Ah, les femmes qui sont plus vierges, qui ont des kilomètres. Ce n'est pas un langage islamique, d'une aucune manière. Et à un moment donné, il faut le dire, quoi. Ce n'est pas un langage islamique.
C'est pas acceptable. Alors oui, mais vous savez, moi j'ai un peu honte parce que quand je pense à Khadija, certes c'est une femme parfaite, mais elle était plusieurs fois veuve avant d'épouser le jeune Mohammed, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si les chiffres sont bons de ce que j'ai lu ou retenu, je peux me tromper, il me semble qu'elle avait plus ou moins 40 ans quand il en avait 25. Donc à un moment donné, il faut un petit peu arrêter d'être dans des schémas préétablis. Nous sommes tous très différents, nous avons tous des caractères différents, des intellects différents, des vécus différents, des attentes différentes, vous voyez. Il y a des gens qui attendent d'une femme, ou il y a des femmes qui attendent d'un homme des choses très spécifiques à eux-mêmes, qui ne sont pas la même chose que la voisine et que l'autre personne. Et donc, à un moment donné, il faut dire aux gens, il n'y a pas de gens kilométrés, il n'y a pas de gens foutus, il n'y a pas de gens hors circuit. Il y a des gens qui doivent trouver quelqu'un qui leur correspond. Et il y a quelqu'un qui vous correspond, quelle que soit votre situation. Sauf si vous êtes gouverné par la peur, par les phobies, par les caricatures, et vous êtes dans le truc, toutes des garces, tous des bras cassés, et bon là, vous vous sabotez vous-même, là on peut rien faire. Vous-même, vous avez décidé que tous les gens de l'autre sexe sont mauvais, méchants, incapables, dangereux, etc., etc. Mais moi je parle en fait pour les gens qui ne désespèrent pas de la miséricorde d'Allah. Il ne faut pas oublier une chose, Allah il est capable de toutes choses. Et Allah il connaît les intentions, et Allah il connaît les cœurs, et Allah il peut retourner les cœurs. Allah il peut retourner les cœurs. C'est pourquoi dans ce domaine-là, à un moment donné, si on est vraiment croyant, et si on est vraiment affecté par ce qui se passe dans la communauté musulmane, il faut à un moment donné souhaiter le bien aux gens. Il faut souhaiter, par exemple, dans le cas de cette sœur avec cette vidéo, que peut-être au début, elle trouve de l'aide avec une sœur qui vient l'aider. Vous savez, les gens, toujours, ils sont là, on va envoyer de l'argent, faire des puits, on va faire ci, faire ça, les Rohingyas, les Ouïghours, les trucs. Vous savez, peut-être que votre voisine de palier, qui est musulmane, elle a peut-être besoin d'aide, de votre temps. Vous croyez que le bien, ce n'est que envoyer des choses loin. Je vous l'ai déjà dit. On a tous des ennuis, on a tous des souffrances. Et parfois, les souffrances des gens un peu gâtés est plus grande que celles qui sont habitués à la vie difficile. Parce qu'ils sont habitués à la vie difficile. Les gens qui ont eu tout lisse, le moindre problème, c'est très grave pour eux. Donc il ne faut pas minimiser la souffrance en disant « Ouais, mais il y a pire, en Afrique, ils n'ont pas d'eau, ils doivent marcher 10 km pour aller à l'école, etc. » C'est une autre réalité, dans laquelle les gens sont habitués à certaines contraintes depuis tout petit. Ici, les gens, ils sont dans un espèce de monde imaginaire, un espèce d'Euro Disney permanent, où ils sont entre les snaps, Netflix, les copines, les petits TikTok qu'on s'envoie, et tout ça, quoi. Nous sommes des gens, je répète, nous sommes des gens très affaiblis. Et en fait, plutôt que de montrer du doigt la faiblesse des autres, il faut commencer à se demander, est-ce qu'on ne doit pas avoir pitié l'un de l'autre? Je répète, pitié qu'on vit dans cette société-là, pitié que les parents n'ont pas fait leur travail, pitié que le frère ou la sœur fait peut-être de son mieux mais n'y arrive pas. Un peu de pitié, un peu de rahma. Pourquoi en fait on doit toujours s'insulter, se montrer du doigt et souligner tout ce qu'on ne sait pas faire ou tout ce qu'on fait mal? Surtout qu'on sait que ça ne va rien arranger. La fille qui a 40 ans, qui a été divorcée 2 fois, qui a 4 enfants, c'est pas parce que tu vas lui dire tu as des kilomètres, tu es grillé, que tout va devenir sympa dans sa vie. Donc être cruel, être sadique, selon moi, c'est pas islamique. Alors on dit oui, mais les femmes, elles font ça, oui, mais les femmes, elles disent ça. Bon, oui, c'est vrai, je n'arrête pas de le dire dans mes audios, c'est pas un scoop, hein. Oui, je connais les femmes, je souligne tout ce qui ne va pas chez les femmes depuis des années, oui. Mais le problème, c'est que on risque de paraître bateau, comme on dit. Il faut tout de même pas oublier que les femmes sont issues de nous, qu'elles sont une côte recourbée,
Allah nous montre par de multiples exemples qu'elles sont moindres que nous, par rapport au nombre de témoins nécessaires, par rapport à voilà, certains versets sur la prévalence, etc., etc. Mais cette supériorité, elle ne doit pas être vue comme un privilège, elle doit être vue comme une responsabilité. C'est-à-dire qu'Allah, il attend de nous, qu'on soit père, qu'on soit grand frère, qu'on soit mari, qu'on garde nos femmes sur les rails. D'ailleurs, le prophète sallam, il dit, quand Dajjal va arriver, enchaînez vos femmes à la maison. Ça veut dire quoi en fait, si on réfléchit bien? Ça veut dire, un, les femmes sont faibles. Ça veut dire, deux, quand elles vont entendre des fausses promesses de Dajjal, elles vont être attirées. Et ça veut dire, trois, que quand tu aimes quelqu'un, si vous, les hommes, vous aimez vos mères, vos sœurs, vos femmes, vous devez parfois les contraindre à des choses. Vous devez lutter contre ce qu'elles sont, parce qu'elles peuvent se faire du mal à elles-mêmes. Et donc, on a une mission de responsabilité. Plus que de dire, ouais, mais on est des hommes, on a des droits en plus, on peut faire ci, on peut faire ça, tu dois truc. Si tu n'acceptes pas de machin, les gens te maudissent. Bon, c'est pas comme ça qu'il faut le voir, en fait. C'est une responsabilité qu'on a de garder les femmes musulmanes sous notre responsabilité dans le chemin de la rectitude, par tous les moyens possibles et nécessaires. Alors le problème qu'il y a, c'est que comme on est en Occident, société féministe, où tout ce qui est vu comme une contrainte est vu comme une obstruction à la liberté, c'est évidemment très compliqué. C'est compliqué, sauf si les sœurs se méfient d'elles-mêmes et admettent qu'elles subissent une pression familiale, sociale, civilisationnelle, qui les pousse dans la mauvaise direction. C'est pour ça que, moi je dirais, quand on parle de choisir une épouse, il faut en fait une femme qui est lucide de la situation, qui admet ce qu'elle est, qui n'est pas dans le déni, et qui admet, à froid en tout cas, qui admet qu'elle a besoin d'un gouvernail, elle a besoin d'un homme qui la prenne en charge, qui la sécurise, la stabilise. Après, dans le feu de l'action, elle va se rebeller, elle va vous insulter, elle va dire « laisse-moi ceci, laisse-moi cela ». Mais il faut qu'au moins, à froid, cette femme, en fait, elle ait conscience de ça. Et pas que quand elle lit les hadiths qui disent « j'ai vu le paradis, j'y ai vu beaucoup de pauvres, j'ai vu l'enfer, j'y ai vu beaucoup de femmes », pas qu'elle prenne ça en offense, pas qu'elle prenne ça en rabaissement, pas qu'elle prenne ça en misogynie, qu'elle prenne ça en se disant il faut que je mette en place dans ma vie toute une série de garde-fous pour faire tout ce qui est possible afin que je ne fasse pas partie des femmes de l'enfer. Et donc une femme qui a bien compris ça, elle va à un moment donné choisir un entourage, un mari, qui vont l'aider à atteindre son but, même si dans les émotions, elle se montrera hostile. Parce que tout le monde sait, quand on connaît un peu les femmes, qu'une femme de bonne humeur ou calme, ça n'a rien à voir avec une femme de mauvaise humeur ou sous angoisse, sous peur, sous stress. C'est très 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 différent. On dirait une autre personne. Mais il faut se dire que quand on est dans la colère ou la peur, on est comme dans un état d'ivresse, on n'est plus soi-même. Donc on dit des choses et on fait des choses que dans le fond on ne pense pas. Mais l'homme ne peut pas tenir compte de ça. C'est-à-dire, je me rappelle, pour faire une petite parenthèse comme ça, dans la fameuse trilogie du parrain, à un moment donné, le parrain, donc, il dit à ses fils, je crois, il dit les femmes ont le droit à l'erreur, nous pas. C'est-à-dire, oui, si une femme fait des conneries, elle dit des conneries, bon, ça prête pas à conséquence, ça va passer le lendemain, elle va parler d'autre chose, ça sera redescendu. Mais quand les hommes, les bergers, les chefs de famille commencent à déconner, à être émotionnels, à prendre des décisions à la légère, etc., là, on peut faire basculer toute une société, toute une famille. Donc il faut se rendre compte de notre rôle. Je l'ai souvent dit, nous les hommes, si on réfléchit froidement, calmement, posément,
à pourquoi nous sommes là, et qu'il n'y a pas que des femmes, etc. C'est parce que nous sommes là pour féconder les femmes, on est là pour défendre les femmes et les enfants à travers le combat, et on est là pour encadrer les sociétés, les villages, les villes, pour que les choses se passent le mieux possible. Ça veut dire que si il faut combattre le blâmable par la main, par la bouche, par le cœur, on est actif dans ces trois domaines afin de réguler et d'empêcher le mal de se propager dans une société. Donc en fait, le point commun à tous ces sujets, c'est qu'au-delà d'être un fécondeur, l'homme est un gardien, l'homme est un berger, l'homme est un encadreur, l'homme empêche que des dérives aillent trop loin. L'homme empêche que des injustices aillent trop loin. L'homme empêche que des disputes, des insultes et des menaces aillent trop loin. C'est ça notre rôle. Sans ça, les femmes n'ont pas beaucoup besoin de nous, honnêtement. Bon. Donc, je crois que le grand malentendu, j'ai réfléchi à ça calmement, avec toute cette histoire de Red Pill, mouvement antiféministe, etc., c'est qu'en fait, on essaye de nous mettre inconsciemment dans une histoire d'égalité. C'est-à-dire les femmes demandent des choses, nous on demande des choses, etc. Mais à un moment donné, il faut comprendre que c'est inégalitaire par définition. Parce que comme on est plus fort, comme on est plus courageux, comme on est plus stable, comme on est moins émotionnel, comme on est plus logique, comme on est plus beaucoup de choses, ça veut dire à un moment donné qu'on doit accepter que l'autre est inférieur. Et si on accepte que l'autre est inférieur, on ne prend pas tout ce qu'elle dit et tout ce qu'elle fait au sérieux. C'est ça que je voudrais dire aux frères. Et que je dis à moi-même. Hein. Je ne vais pas le répéter chaque fois. C'est des choses que je me dis à moi-même. Il faut arrêter de prendre les femmes au sérieux. Une femme sait parler sérieusement. Une femme peut très bien être instruite et avoir des choses intéressantes à dire. C'est pas ça la question. Mais quand une femme, elle est touchée émotionnellement, dans tous les sens du terme, elle peut déconner grave. Et si tu tiens compte, et tu penses que c'est du sérieux, c'est pas possible, quoi. Ça va pas le faire. Donc nous, les hommes, on doit à un moment donné arrêter de vouloir une espèce d'équilibrage. Ah, il y a des féministes, nous on devient des misogynes. Ah, elles demandent ça, bah alors nous on demande ça. On ne peut pas les suivre dans leur délire, parce qu'elles délirent. Elles délirent, vous voyez. Quand moi je vois qu'une Française pense qu'elle est libre et qu'elle a réussi sa vie parce qu'elle va à 6 heures du mat déposer un gosse à la crèche et puis qu'elle saute dans un métro coincé entre un SDF, un pervers et un autre travailleur pour son travail, et que là-bas elle arrive et elle se maquille en marchant vers le boulot, et arrivée là-bas elle marche avec des hauts talons, etc. Et puis le soir revenir, truc. Enfin, c'est hallucinant en fait. C'est hallucinant que les gens ne comprennent pas l'escroquerie dans lesquelles on les a mis pour ramasser 1800 balles, 2000 balles. C'est terrible. Mais nous, en fait, les hommes, plutôt que de condamner, on doit s'ériger en rempart entre Shaitan et nos femmes. On doit prendre les flèches, hein. On doit prendre les flèches. Shaitan utilise la femme parce qu'il l'utilise par ses émotions et ses failles, qui sont plus importantes que nous. Mais si nous, on suit le mouvement et on devient émotif, et on prend tout ça au sérieux, on commence à faire le jeu de Shaitan, sans s'en rendre compte. Donc moi, ici, je ne fais pas un audio féministe où je cherche à minimiser l'implication des femmes dans tout ce qui se passe, etc., comme cette jeune fille-là. Mais cette jeune fille-là, moi je l'ai regardée, j'ai quand même eu l'impression qu'elle fait de son mieux, qu'elle est dépassée parce que, comme elle le dit, elle n'a pas l'habitude. Elle a simplement été le fruit d'éducation de ses parents et qu'elle a peur. Elle a peur. Elle est inquiète et elle n'arrive plus à suivre. Alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que ça, c'est un exemple, mais ça peut être dans tout, quoi. Une femme qui va accoucher, elle a peur. Une femme qui va déménager, Hijra, elle a peur. Bon.
Qu'est-ce qu'on fait? On culpabilise les gens, crains Allah, allez, c'est bon, fais pas ta chochotte. Oh là là, moi, ma mère, elle avait 10 enfants, elle faisait tout dans la maison. Bon, ça sert à rien. Ça sert à rien. Ça, c'est des choses qui vont blesser l'ego, qui vont culpabiliser les gens sans possibilité de réagir, parce qu'ils ne savent pas. Donc à un moment donné, en fait, il faut admettre. Il faut admettre, la femme, elle est faible, elle est émotive, et quand elle est le fruit d'éducation occidentale, elle est dépassée. Elle ne sait pas faire face. À rien, parce que cette fille n'avait même pas d'enfants. Donc imaginez-vous quand il y aura des enfants, pour ceux qui en ont, ils savent qu'est-ce que ça veut dire. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, plutôt que se moquer, plutôt que rigoler, plutôt que rabaisser, à un moment donné, il faut dire, bon, est-ce qu'il n'y a pas des groupes de sœurs qui peuvent former les plus jeunes à comment gérer un foyer? Plutôt qu'être là avec des parkings de mosquées et je ne sais pas quoi, d'étudier le tome 48 de tel livre et de tel truc. Bon, aujourd'hui, moi j'ai écrit sur Twitter, parce que j'en ai un peu marre en fait. Je voyais un étudiant en religion qui a un certain niveau, c'est un converti. Et je vois tous ces tweets, en fait, ça parle que de livres. Quelqu'un a lu le tome 8 de machin, et qui a lu la charte de trucs de l'école juridique malikite. Ça ne parle que de trucs théoriques, en fait. C'est des gens complètement enfermés dans un monde parallèle. Nous, on a besoin de gens de terrain, maintenant. On a besoin de terrain parce que la situation va mal. On a besoin que des frères s'occupent des jeunes hommes pour faire d'eux des hommes, qui les amènent en randonnée. Je crois que justement, Mahdi Salah, il a fait ça. Il fait des randonnées, il amène les gens à la montagne, à se dépasser, etc., etc. Il faut à un moment donné que les gens soient au contact de la vraie vie. Les gens sont sur des écrans, vous comprenez? Tous. Alors, quand ils sont là, devant des vaisselles, devant des lessives, devant des repassages, ils sont complètement perdus. Parce que c'était la mère qui faisait tout. Parce qu'effectivement, comme elle a dit, ma petite fille, c'est ma princesse, elle va rien faire. Et puis après, j'envoie la patate chaude à un homme, et quand ça va mal, je dis, salaud, qu'est-ce que t'as fait à ma princesse? Ben, ta princesse, tu l'as pas éduquée, ma fille. Donc, crains Allah. Tu m'as envoyé une femme qui est incapable de quoi que ce soit. Alors, une fois que c'est fait, cette fille-là, elle a 20, 22, 23 ans. Ça sert à rien. Le moule, il est fait. Le moule, il est là. Donc, il faut reprendre tout à zéro. Il faut que l'homme, s'il sait, allège sa femme, lui explique, lui montre, la déculpabilise en comprenant qu'elle est comme ça parce qu'il y a une raison derrière tout ça, qui est l'enfance. Il faut, par exemple, que des sœurs, au lieu de blablater tout le temps de trucs, de maquillage, de cuisine, qu'à un moment donné, en fait, se disent, devant Allah, ce serait un grand bien si nous apprenions à nos jeunes sœurs à devenir des femmes et à les préparer à devenir des mères. Il faut des associations qui font ça, qui se chargent de ça. C'est urgent. Et aussi que nos jeunes frères, il faudrait leur faire des espèces de petits services militaires. Je ne parle pas d'armes, je parle d'aller faire des marches en portant des sacs. Je ne sais pas, monter les courses de personnes âgées au dernier étage de leur appartement, de rendre des services, de faire des maraudes pour amener... Bon, c'est-à-dire un peu être sur le terrain, à prendre des responsabilités et à devenir des gens qui sont capables de devenir des hommes parce qu'ils sont au contact de la vraie vie. Le problème maintenant, c'est que tout le monde est sur des écrans chez lui. Les gens rêvent leur vie, les gens vivent une vie par procuration à travers des héros de séries Netflix, etc. Et eux ne sont plus rien en fait. Ils sont des gens vides, incapables de tout. Même d'aimer, même de coucher. Même de coucher. Ah ouais, mais alors les gens, il y a des mauvaises langues qui disent « Ouais, mais bon, les gens, ils savent faire ça, dans le domaine du sexe, mais ils savent pas repasser, vaisselle, etc. » C'est pas la même chose. Parce que malheureusement, voilà, tout ce qui est de cet ordre-là, les jeunes, ils en parlent, ils voient des films, et ils imitent, etc. La vraie vie réelle, les tâches, changer une couche, etc., c'est des choses qu'il faut apprendre sur le terrain. Et si il n'y a pas de préparation, c'est difficile. C'est très difficile. Moi, maintenant, ça roule avec mes enfants. Pourquoi? Parce que j'en ai eu plein avant. Et que je suis à un âge où j'accepte que ça me prenne du temps. Avant, j'acceptais pas.
Mon temps était précieux, je voyais ça comme de la perte de temps. Pour moi, ça revenait à la, comment ça revenait à la femme. Puis, voilà, quand on devient plus mature, ben, on rajoute des compétences. Et donc, c'est ce qui fait que je ne suis pas dépassé. Moi, partout où je vais, on me dit, ah, vous avez 3 petits-enfants. Les gens me regardent avec des gros yeux, genre, comment il fait? Ben, alhamdoulilah, comme j'en ai eu 5 avant, ben, je sais c'est quoi. Consoler un enfant qui se réveille la nuit, changer une couche qu'on a à moitié endormie et quand même savoir le faire. Soigner un enfant malade, même quand on est malade soi-même. C'est très dur, hein? C'est très dur, mais on est là pour ça, en fait. On est là pour ça. On n'est pas là pour se la couler douce. Je ne vais pas répéter à chaque fois qu'on n'est pas au paradis, mais qu'on est sur la terre des épreuves. Et donc, oui, nous, les hommes, ben, nous sommes des combattants, en fait. Hein. C'est ça l'histoire. Hein. Soit des combattants sur le champ de bataille, soit des combattants pour gérer nos femmes, soit des combattants pour encadrer, éduquer nos enfants et veiller à ce que tout se passe bien. Combattre pour faire de l'argent, combattre pour ceci, combattre pour le dépenser intelligemment. Les hommes sont des combattants. Il faut accepter ce rôle de combattant, y compris dans la gestion des femmes. Alors il nous le dit, c'est une tentation, voire un ennemi. Mais, voilà, il nous dit aussi, vous êtes un drap l'un pour l'autre, traitez vos femmes bien, etc. etc. Donc ça veut dire qu'il y a un peu une espèce de paradoxe à gérer qui est que, oui, elles vont nous dire des horreurs, oui, elles vont déconner, oui, elles vont parfois faire des choses qui vont beaucoup nous blesser, nous décevoir. Mais qu'est-ce qu'on fait? On les jette dans les bras de Shaitan? C'est ça l'histoire. Alors je sais que c'est pas facile, hein, je ne suis pas occupé à dire que c'est facile, mais je dis à un moment donné, il faut comprendre que... Moi souvent je me suis dit, quand des hommes se plaignent de leurs femmes, et c'est valable pour moi aussi, hein, mais en fait si cette femme-là, dont on se plaint, ce ne serait pas notre femme mais notre fille, est-ce qu'on serait aussi impatient? Est-ce qu'on parlerait des divorces à la légère? On endurerait, hein? On endurerait. Combien de pères, ils ont des filles difficiles qui sont dans les lycées, qui sont là avec leur TikTok, leurs trucs, qu'ils en font voir de toutes les couleurs, et on a peur qu'ils aient des petits copains. Bon. Alors pourquoi? Voilà, c'est toujours la même question que moi je pose aux hommes et aux femmes. Pourquoi on accepte de nos filles pour les hommes et de nos fils pour les femmes, mais on n'accepte pas de nos maris et de nos femmes? On n'accepte rien. Ben à un moment donné, essaye de changer ta disquette et tu dis, cette femme, en fait, ben c'est ma fille. C'est ma fille. Qu'est-ce qu'on fait? Elle déconne, qu'est-ce qu'on fait? Idem pour les sœurs, quand vous voyez votre mari qui fait des trucs qui ne vous plaisent pas, imaginez-vous que c'est votre fils. Avec votre fils, vous allez patienter, hein? Et voilà. Donc à un moment donné, il faut arrêter que ce statut de femme ou d'époux nous fasse oublier nos responsabilités vis-à-vis de l'autre. Vous, les femmes, bon, j'en ai un peu moins parlé aujourd'hui, parce que bon, on ne va pas tout le temps parler des femmes, mais vous avez aussi une responsabilité. Vous devez apaiser votre mari, vous devez le valoriser, vous devez l'aider à ce qu'il se sente un homme, vous devez le pousser à être le berger de sa famille, vous devez l'éloigner des mauvaises fréquentations, vous devez lui faire des rappels religieux, vous devez faire tout ça. Vous devez faire tout ça comme vous le feriez pour votre fils. Je suis désolé, on va dire, ouais, mais bon, on ne veut pas marier des enfants. Oui, mais on est tous un peu enfants. On est le fruit de l'Occident, donc on a des côtés enfants, hommes et femmes. Parce qu'il y a des manquements dans nos éducations, dans nos parcours, qui font que on doit s'entraider aussi là-dessus. Le mariage, je vous le dis, les frères et sœurs, c'est pas qu'une affaire de drap et de lit. Hein. Le mariage, c'est bien d'autres choses. C'est l'entraide, c'est le conseil, c'est le rappel, c'est d'empêcher l'autre de faire des péchés ou de suivre des passions aveuglément. C'est beaucoup de choses, le mariage. Ce n'est pas que comme ça, serre-moi un café, vas-y, couche-toi là, sinon les anges te maudissent. C'est pas ça, hein. C'est pas ça. Hein. Faut arrêter de croire que c'est ça. Hein. Faut gérer des moments difficiles, etc., etc. Bon. Après, je sais, nous sommes une génération d'enfants gâtés.
On est très impatient, on n'aime pas prendre sur soi, on n'aime pas faire des examens de conscience, on veut toujours désigner les autres comme source de tous les problèmes. Euh, mais je dis que si on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on voit les erreurs de nos femmes plus avec pitié qu'avec rage, ça pourrait résoudre bien des choses. Parce que finalement, quelqu'un qui gâche sa vie de couple, quelqu'un qui gâche sa famille, quelqu'un qui gâche un projet de mariage, c'est triste. C'est avant tout triste. Ça affaiblit la Oumma. Des enfants ne connaîtront pas leur père ou leur mère. Il va leur manquer quelque chose. Donc c'est plutôt triste que révoltant, vous voyez. Et si on part du principe que c'est triste, ben on essaye de corriger les choses de plusieurs façons. Par exemple, quand vous voyez comme ça une maman, mettons vous êtes dans une famille, et vous voyez que votre maman, en fait, elle traite votre petite sœur en princesse. Elle fait rien, on fait que des compliments, machin. À un moment donné, il faut prendre votre mère à part, dire écoute, faut pas oublier que ta fille, un jour, elle va devoir se marier. Et là, tu la prépares pas à être une épouse, tu la prépares à être une petite capricieuse qui va casser la tête à son mari et il va te la ramener ici. Ça fait partie du rappel, hein. Ça fait partie des exhortations. Exhortation, c'est pas que le voile et la prière. Il y a aussi les choses de la vie, des choses de la vie de tous les jours. Donc à un moment donné, quand on parle de se désavouer du blâmable, de promouvoir le bien, etc., c'est aussi dans ces petites choses-là, les choses de famille, l'éducation, ces petites choses-là. Pourquoi? Parce que peut-être la maman, elle ne se rend même pas compte. Ah, mais moi j'aime ma fille, je veux lui rendre la vie facile, comme ça elle étudie, elle n'est pas soucieuse de ceci, de cela, c'est moi qui m'en charge, c'est pas grave. Moi je suis analphabète, je suis fier que ma fille fait des études. La maman est dans un autre paradigme. Vous voyez, elle est dans un truc de revanche qu'elle n'a pas pu faire et qu'elle fait à travers sa fille. Et donc, évidemment, c'est excessif. Mais vous, si vous êtes autour de ce spectacle, vous devez intervenir. Vous devez intervenir. Vous ne pouvez pas rester comme ça, à vous moquer, rabaisser. Ça ne sert à rien. Hein. Ça ne sert à rien du tout. Donc, pour synthétiser et conclure, admettre que nous sommes handicapés dans une société malade, avoir pitié les uns des autres plutôt que de vouloir humilier, rabaisser, casser. T'es un pauvre type, t'es incapable, t'es un chômeur, t'es un ceci, t'es pas ça, t'es pas ça. Et l'autre, t'es une michto, truc, avec tes influenceuses, et tes snaps, et tes... Bon, ça c'est des constats. À un moment donné, c'est de dire, bon, moi je mets quoi en place pour que ce type ou cette femme, elle évolue? Comment je vais faire qu'elle évolue? Parce qu'il faut évoluer. On a des biens, on a des meubles, on a des enfants, on a des responsabilités, on a des factures, on a des contraintes. Il faut que cet homme ou cette femme se prenne en main. Qu'est-ce que je fais? Je l'humilie, je le quitte au premier truc ou j'essaie de le tirer vers le haut? Et je pense que les musulmans, quand on parle de djihad al-nafs, de vouloir pour son frère ce qu'on voudrait pour soi-même et tout, ben, il y a un peu de ça quand même, hein, à un moment donné. Il faut tirer les plus faibles. Même les frères entre nous, hein. Il faut tirer les plus faibles vers le haut. Ça ne sert à rien de dire c'est un ignorant, c'est un innovateur, c'est un truc. Oui, d'accord, bon, mais prends-le en main. Explique-lui, montre-lui les preuves. Envoie-lui un PDF, envoie-lui un dourous en vidéo. Ça, c'est constructif. Le reste, bon, c'est des constats, du défoulement, et ça fait qu'enfoncer les gens dans ce qu'ils sont. Parce qu'après, ils vont justifier, oui, mais bon, parce que moi, non. Donc voilà, bon, moi je m'inquiète quand même de voir cette dérive de plus en plus forte entre les hommes et les femmes. Il faut que tout le monde réalise quand on fait ça, ben, on fait le jeu de Shaitan. Et à un moment donné, il faut essayer de se reprendre en main. Il faut essayer de corriger le tir, comme on dit, pour que cette communauté arrête de glisser vers le bas. Avec toujours plus de divorces, toujours de plus en plus d'enfants mal éduqués, toujours plus d'incivilité, de gens sous anxiolytiques, antidépresseurs, ou joints, hashish, machin. À un moment donné, il faut prendre des choses en main. C'est comme, c'est bien beau, on entend plein de frères, ils veulent se marier. Qui les aide à se marier? Toujours, j'entends, les gens, ils expliquent, je voudrais me marier, truc. Personne ne bouge, personne ne dit j'ai une cousine au bled, personne ne dit j'ai ma sœur à Nantes qui est divorcée, personne ne dit ma mère, elle est veuve.
Bon, personne ne dit rien en fait. On s'aime pas, on veut pas. C'est ça le truc, hein. J'ai souvent dit, on s'aime pas. On se juge, mais on n'est pas là pour s'aider. Ni entre frères, ni entre hommes et femmes, ni femmes-hommes. Les gens sont dans le jugement, les plaintes. Et alors, on fait le jeu de qui quand on fait ça? Faut réfléchir à un moment donné. On nourrit qui? Le mal. C'est triste quand même, parce qu'on va rendre des comptes là-dessus, hein. On va rendre des comptes. Qu'est-ce que tu as fait pour ton frère, pour ta sœur, qui avait des lacunes, qui avait des manquements? Qu'est-ce que tu as fait? Tu t'es moqué? T'as rabaissé? T'as humilié? Je crois pas que ça va passer. Enfin voilà, je crois que je vais vous mettre la petite vidéo ici, après cet audio. Comme ça, vous pourrez juger sur pièce. Pour moi, c'est surtout triste. C'est triste de voir que des mamans n'aiment pas leurs filles et les détruisent en ne leur apprenant rien. Et derrière, ben, il faut réparer les dégâts. Il faut que des sœurs se mobilisent. Il faut que le mari prenne sur lui, qu'il essaye d'assister sa femme, etc. Parce que c'est pas sa faute. On l'a amené à devenir comme ça. On l'a amené. Et les gens, vous savez, quand on est jeune, tout ce qu'on vous propose, on prend, hein. Quand vous avez un grand-père généreux qui vous sort 200 euros, vous n'allez pas commencer à dire « Ah mais c'est trop, j'ai que 12 ans, vous prenez les 200 euros. » Le jeune, il profite, hein. Le jeune, il n'est pas là pour faire de l'équité, hein. S'il voit que sa mère est disposée à tout faire, lessive, vaisselle, rangement, cuisine et tout, ben, le jeune, il prend, hein. Il a plus de temps devant son PC, plus de temps devant ses snaps et ses maquillages. Tant mieux, il y a bonne maman qui fait tout. Le jeune, il exploite, hein, c'est comme ça. Les jeunes sont un peu égoïstes. Donc la responsabilité en incombe aux parents. À un moment donné, viens m'aider à faire la vaisselle. Tu veux pas, je coupe le wifi. Point, c'est tout. Si t'es pas content, tu vas pleurer dans les rues, t'as qu'à aller prendre le wifi au McDonald's. C'est tout, à un moment donné, voilà, il faut savoir ce qu'on veut, hein. Voilà, bon. Désolé, un petit peu décousu parce qu'il est tard le soir, mais je voulais un petit peu réagir. Mon cerveau n'est pas à plein régime, un peu fatigué, mais bon, c'est pas grave. Il y a des audios mieux que d'autres. Celui-là, il n'est pas terrible, mais comme ça, on comprend quand même plus ou moins ma vision de cette affaire de cette sœur démunie devant la vie de femme mariée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comme POV, moi, un mois genre, après ton mariage, tu veux qui n'a retourner chez jamais tes rien parents. fait à la maison, mais genre même une machine, je l'ai jamais fait, genre chez ma mère, j'ai toujours été la princesse de la maison, et là elle va venir, rentrer, tout faire, faire les machines, nettoyer la salle de bain, ranger la vaisselle, ranger ci, ranger ça, je peux pas, c'est tous les jours comme ça, tous les jours, moi je suis pas habituée, chez ma mère, encore je faisais le ménage, mais je le faisais genre dans ma chambre. Et vas-y, quand j'étais jeune, jusqu'à mes 18 ans, je le faisais, mais une fois par semaine, genre dans toute la maison. Et je repassais aussi les affaires une fois par semaine. Mais là, genre, là, c'est tous les jours le ménage, tout en sachant que je fais même pas encore la cuisine. Genre, même pour me nourrir, j'ai du mal. J'arrive pas. Ça me saoule. Faut faire à manger, faut refaire la vaisselle, faut ranger la vaisselle. C'est quoi ça? Et en plus de ça, j'ai même pas acheté encore de fer à repasser. Après, faudra faire la main. Je vous disais, quand j'aurai le fer à repasser, il faudra que je fasse les machines, que je les étends, que je les repasse, faire le ménage encore, après avec le temps, faire la cuisine, ensuite après avoir des enfants, s'occuper d'eux. Mais moi, je suis pas prête à tout ça. Je suis pas prête. Franchement, je suis pas prête. Déjà, juste là, je fais le ménage tous les jours. Je suis à bout. Alors faire tout ça, mais wesh, c'est quoi ça? Ça fait un mois que je suis mariée, j'assume pas en fait. La vérité, j'assume.